Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette chaîne, dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des concepts précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte, chapitre 22. La deuxième partie. Je répète, chapitre 22, la deuxième partie de ce chapitre. Du roman Le dernier jour d'un condamné, le texte. L'aumônier, l'aumônier qui me parlait sans relâche et que la voiture assourdie n'est pas répondu et a repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. Infernale voiture, infernale. En effet, elle a continué. Sans doute, c'est le chaos. On ne s'entend pas. Qu'est-ce que je voulais donc dire? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, monsieur l'abbé. Ah, savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui? J'ai tressailli comme s'il parlait de moi. Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu. Je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir, quand je suis occupé comme cela toute la journée. Je recommande au portier de me garder mes journaux et je les lis en rentrant. Bah, a repris l'huissier, il est impossible que vous ne sachiez pas cela. La nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin, j'ai pris la parole, je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. Vous, vraiment. En ce cas, qu'en dites-vous? Vous êtes curieux, lui ai-je dit. Pourquoi, monsieur? A répliqué l'huissier. Chacun a son opinion politique. Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la Grande Nationale. J'étais sergent de ma compagnie et ma foi, c'était fort agréable. Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. Et de quoi donc? Vous disiez savoir la nouvelle. Je parlais d'une autre dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. Une autre nouvelle? Diable, où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles? Laquelle de grâce, mon cher monsieur? Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé? Êtes-vous plus au courant que moi? Mettez-moi au fait, je vous prie. De quoi s'agit-il? Voyez-vous, j'aime les nouvelles. Je les conte à monsieur le président, et cela l'amuse. Et mille billets versés, et se tournait tout à tour vers le prêtre et vers moi, et je ne répondais qu'en haussant les épaules. Eh bien, m'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc? Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. Ah, c'est cela, a-t-il répliqué. Allons, vous êtes trop triste. Vous êtes trop triste. Monsieur Castin causait, puis, après un silence, j'ai conduit monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare. Quant aux jeunes gens, je la Rochelle, il ne parlait qu'entre eux, mais il a fait encore une pause et a poursuivi des fous, des enthousiastes. Il avait l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve vraiment bien pensif. Jeune homme, lui ai-je dit, je suis plus vieux que vous.
Chaque, chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. Il s'est retourné, m'a regardé quelques minutes après avec un étonnement inepte, puis s'est mis à ricaner lourdement. Allons, vous voulez rire, plus vieux que moi. Je serai votre grand-père. Je ne veux pas rire, lui ai-je répondu gravement. Il a ouvert sa tabatière. Il a ouvert sa tabatière. Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas, une prise de tabac et ne me gardez pas rancune. Ne me regardez pas rancune. N'ayez pas peur. Je n'aurai pas longtemps à vous la garder. En ce moment, sa tabatière qu'il me tendait a rencontré le grillage qui nous séparait. Un chaos a fait qu'elle l'a heurté assez violemment. Il est il est tombé tout ouverte sous les pieds du gendarme. Maudit grillage, s'est écrié l'huissier. Il s'est tourné vers moi. Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. Je perds plus que vous. Ai-je répondu en souriant. Elle a essayé de ramasser son tabac en grommelant entre ses dents. Plus que moi, cela est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris. C'est terrible, l'aumônier. Alors, il lui a adressé quelques paroles de consolation. Et je ne sais si j'étais préoccupé, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement. Peu à peu, la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier. Je les ai laissés parler de leur côté et je me suis mis à penser du mien. En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupé, sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi. Les douaniers de ville l'ont inspecté. Si ce était un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent. Mais une tête humaine ne paye pas de droits. Nous avons passé le boulevard franchi, la carriole s'est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marceau et de la cité qui serpente et s'entrecoupe comme les mille chemins d'une fourmilière. Sur le pavé de ces rues étroites, le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetai les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture et que les bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi voir de temps en temps dans les carrefours ça et là un homme ou une vieille en élan, quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient en ouvrant la bouche comme pour un grand cri. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres m'a glacé. Quant, quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements
de mon cœur allait s'arrêter aussi. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. J'ai sauté à bas du cachot roulant et je me suis enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. 1. Donc, on passe aux questions de compréhension. Première question. Qui sont les personnages présents dans cet extrait? Question 1. Qui sont les personnages présents dans cet extrait? La réponse. Les personnages présents dans cet extrait sont le narrateur, le condamné, l'aumônier et une foule de soldats. La présence d'une foule est également mentionnée. Question 2. Où et quand la scène se déroule-t-elle selon le contexte suggéré par le texte? Question 2. Où et quand la scène se déroule-t-elle selon le contexte suggéré par le texte? La réponse 2. La scène se déroule lors du transport du narrateur. Le contexte avec la présence d'un aumônier et d'une haie de soldats ainsi qu'une foule suggère un moment précédent une exécution capitale. Question 3. Quelle est l'action principale décrite dans cet extrait? Question 3. Quelle est l'action principale décrite dans cet extrait? La réponse. L'action principale décrite est le déplacement du narrateur à grands pas à travers une haie de soldats, laissant derrière lui l'aumônier dont la parole est couverte par le bruit de la voiture. Question 4. Pourquoi l'aumônier ne répond-il pas au narrateur? Question 4. Pourquoi l'aumônier ne répond-il pas au narrateur? La réponse. Selon le texte, l'aumônier ne répond pas, car le bruit de la voiture assourdissait sa voix, rendant la communication difficile. Question 5. Quel sentiment peut-on déduire de l'action du narrateur qui s'enfonce à grands pas sous la voûte? Question 5. Quel sentiment peut-on déduire de l'action du narrateur qui s'enfonce à grands pas sous la voûte? La réponse. L'action du narrateur qui s'enfonçait à grands pas peut traduire un sentiment de résignation, de hâte d'en finir, ou peut-être une tentative de se distancer de la présence et des paroles de l'aumônier dans ces derniers instants. Question d'analyse et de langue. Question 6. Identifiez le ton verbal dominant dans la deuxième phrase de l'extrait. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Quelle est sa valeur et pourquoi est-il employé ici? Question 6. Identifiez le ton verbal dominant dans la deuxième phrase de l'extrait. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Quelle est sa valeur et pourquoi est-il employé ici? La réponse. Le temps verbal dominant est le plus que parfait. S'était formé. Sa valeur est d'indiquer une action antérieure et une autre action passée, l'action de s'enfoncer sous la voûte. Elle est employée ici pour souligner que la formation de la foule est un fait accompli au moment où le narrateur avance. Question 7. Analysez l'emploi de l'adverbe déjà dans la phrase. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Quel effet produit-il? Question 7. Analysez l'emploi de l'adverbe déjà dans la phrase.
il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Quel effet produit-il? La réponse est l'adverbe déjà insiste sur le caractère précoce. Le caractère précoce ou attendu de la formation de la foule. Elle suggère que la présence d'une foule était inévitable et qu'elle s'est constituée avant même que le narrateur n'arrive à cet endroit, soulignant la connotation de son passage. Question 8. Relevez une figure de style présente dans l'expression entre deux haies de soldats. Quel est son effet? Question 8. Relevez une figure de style présente dans l'expression entre deux haies de soldats. Quel est son effet? La réponse. La figure de style présente est une métaphore. Le soldat, les soldats sont accompagnés à des haies, suggérant une formation dense et linéaire. Un encadrement strict et potentiellement hostile du passage du narrateur. Question 9. Quel est le registre de langue dominant dans cet extrait? Justifiez votre réponse en relevant des indices lexicaux et syntaxiques. Question 9. Quel est le registre de langue dominant dans cet extrait? Justifiez votre réponse en relevant des indices lexicaux et syntaxiques. La réponse, le registre de langue dominant est le registre courant à ce tenu. On observe une syntaxe correcte et un vocabulaire précis. L'aumônier, assourdissait, enfonçait, voûtait et l'absence de familiarité ou d'expression vulgaire oriente vers un niveau de langue soigné, cohérent avec la situation tragique décrite. Question 10. Analysez la fonction grammaticale et le sens du mot assourdissait dans la première phrase. Question 10. Analysez la fonction grammaticale et le sens du mot assourdissait dans la première phrase. La réponse, le mot assourdissait est la forme verbale à la troisième personne du singulier de l'imparfait du verbe assourdir. Elle a pour fonction d'être le verbe principal de la proposition subordonnée relative introduite par que. Son sens est de rendre difficile l'audition, d'empêcher ou de gêner la perception des sons, en l'occurrence la parole de l'aumônier à cause du bruit de la voiture. Question 11. Proposez un synonyme pour l'expression à grands pas, tout en conservant le sens de l'urgence ou de la résolution. Question 11. Proposez un synonyme pour l'expression à grands pas, tout en conservant le sens de l'urgence ou de la résolution. La réponse, un synonyme pour à grands pas pourrait être rapidement, vivement, promptement, promptement, ou encore d'un pas décidé. Question 12. Si l'on remplaçait la voiture assourdissée par une forme passive, quelle serait la nouvelle formulation? Question 12. Si l'on remplaçait la voiture assourdissée par une forme passive, quelle serait la nouvelle formulation? La réponse. Si l'on remplaçait la voiture assourdissée par une forme passive, cela deviendrait par la voiture, bien que la phrase complète nécessiterait une reformulation plus complexe pour un sens complet en passif, une formulation plus complète en mettant l'accent sur l'aumônier pourrait être l'aumônier qui me parlait sans relâche et qui était assourdi par la voiture n'a pas répondu.
Question 13. À quel type de texte appartient vraisemblablement cet extrait? Justifiez votre réponse. Question 13. À quel type de texte appartient vraisemblablement cet extrait? Justifiez votre réponse. La réponse. Cet extrait appartient vraisemblablement à un roman ou à un récit, à la première personne. La présence d'un narrateur qui exprime ses actions et ses perceptions me parlait. Je me suis enfoncé. Mon passage ainsi que la description d'une situation spécifique sont caractéristiques de ce type de texte. Le contexte tragique pourrait suggérer un roman à thèse ou un récit engagé, comme Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Question 14. En vous basant sur vos connaissances du programme de français de la première année bac, citez une autre œuvre littéraire étudiée qui pourrait aborder des thèmes similaires à ceux suggérés dans cet extrait. Justifiez votre réponse. Question 14. En vous basant sur vos connaissances du programme de français de la première année de bac, citez une autre œuvre littéraire étudiée qui pourrait aborder des thèmes similaires à ceux suggérés dans cet extrait. Justifiez votre choix. Réponse. Une autre œuvre littéraire étudiée en première année bac qui pourrait aborder des thèmes similaires est Antigone de Joan Will. Cette pièce de théâtre explore également la fatalité, la solitude face à la mort et à la confrontation avec un pouvoir implacable, thèmes qui peuvent être sous-jacents dans l'extrait proposé. Passons maintenant à la production écrite. L'énoncé. La scène décrite dans l'extrait met en évidence la solitude du narrateur face à son destin. Pensez-vous que, dans les moments difficiles de la vie, la solitude est une épreuve inévitable? Je répète le sujet. La scène décrite dans l'extrait met en évidence la solitude du narrateur face à son destin. Pensez-vous que, dans les moments difficiles de la vie, la solitude est une épreuve inévitable? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples précis. Critères de la correction. La cohérence de l'argumentation, correction de la langue, mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. Dans les moments les plus sombres de l'existence, lorsque le poids des épreuves s'abat avec force, un sentiment d'isolement profond peut submerger l'individu. La scène de l'extrait initial où le narrateur s'avance, seul à grands pas vers son destin, illustre cette solitude face à l'inévitable. La question se pose alors de savoir si cette solitude est une composante inéluctable des périodes difficiles. Il est indéniable que les épreuves majeures nous confrontent à une réalité souvent régulière et intime, qu'il s'agit d'une perte, d'une décision cruciale ou d'une lutte intérieure. Le fardeau émotionnel et les réflexions profondes qui en découlent sont intrinsèquement personnelles. Antigone, face à son devoir moral d'enterrer son frère malgré l'interdiction de Créon, choisit une voie solitaire, consciente des conséquences. Son isolement n'est pas seulement imposé par le pouvoir, mais aussi par son engagement inébranlable envers ses convictions.
la distinguant des autres. Dans le dernier jour d'un condamné, l'isolement du narrateur dans sa cellule confronté à la mort imminente est palpable. Bien qu'il interagisse avec d'autres, son expérience intérieure, sa terreur et son introspection le plongent dans une solitude existentielle profonde. Certes, le soutien des proches peut apporter un réconfort précieux et atténuer le sentiment d'être seul. Cependant, il existe une dimension de certaines difficultés qui ne peut être entièrement partagée ou comprise par autrui. La nature unique de la souffrance, les questionnements existentiels ou la confrontation à sa propre mortalité sont des expériences profondément individuelles. Même entouré, l'individu traversant une crise peut ressentir une solitude intérieure, un espace où les mots des autres ne suffisent plus à combler le vide. En conclusion, si le soutien social est crucial en période de difficulté, une forme de solitude, qu'elle soit imposée par les circonstances ou inhérente à la nature de l'épreuve, semble souvent inévitable. Cette solitude n'est pas nécessairement synonyme d'abandon, mais plutôt le reflet de la confrontation intime et personnelle avec les défis les plus importants de la vie. À un moment où l'individu se retrouve seul face à son destin, à l'image du personnage de l'extrait initial. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse du texte.